Les 16 et 17 juillet 1942, 12 884 hommes, femmes et enfants juifs sont arrêtés par la police parisienne lors de la rafle du Veldiv. Ils seront presque tous déportés à Auschwitz et exterminés par les nazis. Pourtant, les autorités françaises avaient prévu d'en arrêter le double. Comment et pourquoi près de 13 000 personnes ont pu éviter le pire? Lors de cette émission, nous allons donc nous intéresser à ces personnes courageuses qui, par un petit regard ou un grand geste, ont sauvé des juifs de la déportation. Pour parler de ces justes, nous avons le plaisir d'accueillir en studio Pierre-François Veil, président du comité français pour Yad Vashem. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce studio. Également avec nous l'historien Gérard Inger. Bonjour. Bonjour. Et puis pour mener ces entretiens, Laurence Goldman est à mes côtés. Bonjour Laurence. Bonjour. Alors je vais démarrer par une première question générale à tous les deux et à vous Gérard Inger. Comment expliquer que finalement, on l'a dit, 25 000 personnes avaient été placées sur ces listes pour être arrêtées? Pourquoi il y en a eu j'allais dire mais il y en a eu 12 884. Parce qu'il y a eu des fuites, parce que bon nombre de Français avaient déjà été choqués par le port de l'étoile jaune imposé aux Juifs, et parmi eux des policiers, et donc les fuites ont commencé assez tôt au mois de juillet, d'autant que la rafle était prévue d'abord le 14 juillet. Vichy et les nazis s'étant rendus compte que c'était pas le meilleur jour, ça a été reporté. Donc ça a permis toute une série de fuites et une attitude de la population française qui ne comprenait pas pourquoi on arrêtait non seulement des hommes qui étaient censés partir travailler, mais également des femmes, des enfants et des vieillards. Donc là, ça marque un tournant. Autant les actes antisémites de Vichy sont restés dans l'ombre et n'ont pas touché les Français en 40 et en 41, autant là, on a un mouvement de résistance passive et même active. Pierre-François Veil, votre avis sur cette question? Oui, ce qu'a dit Gérard Inger est tout à fait exact. On peut ajouter du reste que ça a produit probablement un effet dramatique qui est le suivant, c'est que toutes les rafles jusqu'à cette période sont des rafles dans lesquelles on n'arrête que les hommes. De telle sorte que quand les gens ont été prévenus, enfin quand le bruit a circulé, quand les bruits ont circulé, quand les policiers ont donné des informations, quand des informations ont filtré, eh bien, comme on a d'expériences que sont passées, les hommes se sont cachés, ni les femmes ni les enfants. Et c'est ce qui explique que dans les chiffres des arrestations, il y ait autant de femmes et autant d'enfants qui, elles, et les femmes et les enfants qui étaient restés à la maison, alors que les hommes étaient cachés. Ça a été un effet dramatique et tout à fait inattendu. Personne n'attendait cela. Gérard Inger, il y a deux aspects qui sont spécifiques à cette rafle du Veldiv. Tout d'abord, ce ne sont pas tous les Juifs de France, toutes les catégories de Juifs de France qui sont concernés les 16 et 17 juillet 42. Ce sont les étrangers, et encore pas tous. Oui, pas tous les étrangers, puisqu'il n'est pas question d'arrêter les Juifs des pays alliés, comme la Hongrie, ou des pays neutres, comme l'Espagne ou la Turquie, ce qui a protégé d'ailleurs quelques centaines de séfarades de l'arrestation. Donc, les Juifs, dans leur ensemble, ne sont pas tous concernés. Vichy a fait en sorte que théoriquement, les Juifs français soient épargnés, non pas parce que Vichy avait la moindre sympathie, contrairement à ce qu'on peut lire ici ou là, à l'égard des Juifs français, mais simplement pour manifester son autonomie vis-à-vis des Allemands et montrer qu'il y avait une autorité française qui pouvait jouer son rôle à l'égard des Allemands. Il n'empêche que les enfants de Juifs étrangers, même au regard de la législation de Vichy, étaient français, parce que Vichy n'a jamais aboli le droit du sol et ne l'a pas remplacé par le droit du sang. Donc, quelques milliers d'enfants ont été arrêtés et déportés, et aucun n'est revenu, alors qu'ils étaient français. Autre aspect de cette rafle du Veldiv qui fait qu'elle est unique, elle a été entièrement organisée par Vichy et sa police. Il n'y a pas eu d'Allemands dans les rues de Paris. Les Allemands n'avaient pas les effectifs pour oui, comment ça réaliser. s'explique? Parce que ça procède du plan d'extermination. Oui, les Allemands n'avaient pas les effectifs en France en 1942.
on est par définition après juin 41 et l'invasion de la Russie, énormément de soldats allemands et d'officiers allemands sont partis sur le front russe. Donc, la Gestapo, comme le RHSA ou le SD, tous les services allemands, n'étaient pas en nombre. Il fallait plusieurs milliers de personnes pour arrêter les 28 000 prévus. Donc, ils font appel à la police française, et la police française, bien, le secrétaire général s'appelle Bousquet, et son adjoint s'appelle Leguet. Donc, et eux sont naturellement prêts à collaborer. Pour certains, et pour partie par pur antisémitisme, mais pas complètement. Leur objectif, c'est de dire, nous, on est en France, c'est nous qui décidons, on a notre rôle à jouer, les Allemands n'ont pas à tout mettre en œuvre, c'est nous qui le faisons. Donc, il faut bien voir cet aspect. Et la police française s'est mise à la disposition donc des Allemands pour cette tâche ignoble. Pierre-François Weil, pendant longtemps, on a ignoré en France ou passé sous silence le rôle des Justes pendant la Shoah. De quand date cette prise de conscience et cette volonté de reconnaître le rôle qu'ils ont joué pour sauver des familles pendant la guerre ? C'est très difficile de répondre à votre question, et je ne sais pas si la question doit être limitée à la France. En réalité, dès l'origine, ou quasiment dès son origine, le mémorial de Yad Vashem a eu dans ses missions la volonté d'honorer les justes parmi les nations. Cette distinction, qui est la plus haute distinction de l'État d'Israël, enfin la plus haute distinction civile de l'État d'Israël, a été créée à cette fin, afin d'honorer les gens qui, sans contrepartie et au péril de leur vie, avaient aidé des Juifs dans tous les pays de l'Europe occupée. Alors, il est certain que les premières reconnaissances ont été des reconnaissances de justes parmi les nations, en particulier en Pologne. Mais pourquoi ? Parce que les quelques rescapés juifs polonais étaient allés en Israël, et que les demandes de reconnaissance sont venues d'Israël. En France, cette reconnaissance est arrivée plus tardivement, je crois, à la fin des années 60, parce que probablement, comme sur tous les autres sujets, on ne parlait pas, on ne voulait pas regarder derrière, on regardait devant, on ne se posait pas ces questions-là, et on a commencé à se les poser plus tard. Et puis, le Comité français pour Yad Vashem lui-même n'est né qu'en 1989, et il est certain que lui a eu une action, j'allais dire proactive, pour essayer de rechercher, de retrouver ces justes qu'on pouvait honorer. Combien à ce jour y a-t-il de justes parmi les nations dans notre pays, en France ? Alors à ce jour, il y a dans le monde un tout petit peu plus que 28 000 justes parmi les nations. Et en France, il y en a aujourd'hui entre 4 150 et 4 200. Alors, il y a juste, effectivement, avec donc ces risques pris, mais il y a aussi ceux qui ont fait semblant de ne pas voir une toute petite aide. Est-ce que ça aussi, ça peut être considéré comme un acte de bravoure ? Rien que le fait de ne pas dire, rien que le fait d'indiquer, rien que le fait de ne pas voir ou de faire semblant. Mais écoutez, il y a deux choses très différentes. Il y a la distinction de la médaille de juste parmi les nations qui est attribuée par Yad Vashem sur le fondement d'un dossier qui est établi, qui est un dossier qui est regardé de façon extrêmement stricte, avec des conditions extrêmement strictes, pour que il ne soit pas porté atteinte à la valeur de cette distinction. Et puis, il est certain qu'il y a toute une action qui a été conduite par tout un tas de gens, aussi bien une action politique générale qu'au contraire des aides infinitésimales, mais qui ont sauvé des gens et dont on n'a jamais su. Et du reste, il y a à Yad Vashem un monument aux justes inconnus. Car évidemment qu'il y a eu en France beaucoup plus que 4200 personnes qui ont aidé des Juifs à survivre. Il faut bien être conscient qu'en France, les 3/4 de la population juive vivant en France en 1940, c'est-à-dire au moment où la France est envahie, les 3/4 de cette population ont survécu.
C'est plus que dans aucun autre pays d'Europe. C'est pas par hasard. Alors, on peut l'expliquer par tout un tas de facteurs, mais c'est aussi et essentiellement par le soutien qui leur a été apporté par la population. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui ont été arrêtés par des gendarmes, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui ont été arrêtés par les policiers, en particulier ces journées dramatiques du 16 et du 17 juillet 1942. Mais quand vous lisez des mémoires, quand vous lisez des témoignages d'un certain nombre de gens qui ont vécu cette époque, y compris des gens, et je pense à des gens qui étaient fortement antisémites, eh bien, la façon dont ils racontent parfois, pour certains d'entre eux, ces journées du 16 et du 17 juillet 1942 montre exactement ce que disait Gérard Inger, c'est-à-dire l'opposition de la population française. Et c'est l'opposition générale de la population française qui fait que la volonté des Allemands d'organiser 50 convois qui devaient partir entre le 15 juillet et le 31 décembre 1942 sera contournée et que ça s'arrêtera fin septembre. C'est par les efforts de la population française. Un exemple, le patron du camp de Drancy était un Français, antisémite jusqu'au bout des ongles, mais quand il a vu arriver les enfants, il a démissionné. Ça n'en fait pas un juste, il a été condamné à la libération, mais c'est révélateur que la population, y compris les antisémites, ne comprend pas pourquoi on arrête des enfants. Alors, on va écouter à présent un témoignage exceptionnel recueilli par Rudy Saada pour RCJ. Il s'agit de celui de Mireille Milstein. Elle est fille de Juste et de rescapés juifs de la rafle du Veldiv. Sa mère, Lucienne Daniel, a reçu les médailles des Justes de Yad Vashem. C'était en 2014 à titre posthume. Cette dame, Lucienne Daniel, elle a sauvé toute une famille, la famille Milstein, le 16 juillet 42, dont Marcel, qu'elle épousera après la guerre et qui sera le père de Mireille. Alors, leur histoire commence en 1940. Lucienne a 26 ans, elle est blanchisseuse dans le 13e arrondissement de Paris. Elle rencontre Marcel Milstein, un jeune juif polonais arrivé en France à l'âge de 7 ans à un bal musette. Il est arrêté lors de la rafle du billet vert en mai 41, interné à Beaune-la-Rolande, d'où Lucienne va réussir à le faire évader. On est à l'été 1941. Lucienne, qui est allée avec une de ses amies, Alice. Et là, quand ma mère m'a raconté cette évasion, je pensais qu'elle plaisantait. Parce qu'elle m'a dit, pour pas que nous soyons reconnus, nous avons échangé nos vêtements. Il y avait une de nous deux qui était brune, une de nous deux qui était blonde. Nous avons échangé nos vêtements pour ne pas être reconnus. Devant la naïveté de la chose, j'ai trouvé ça insensé. L'évasion avait été programmée lorsqu'il allait chez le dentiste. Parce que le dentiste avait la bonne idée d'avoir sa salle d'attente qui était en rez-de-chaussée. J'ai retrouvé l'épreuve de cela lorsque je suis allée au Cercil à Orléans. Et ils ont pu me donner la liste des internés qui avaient été chez le dentiste ce jour-là. Il a enjambé la barre d'appui. Les deux femmes attendaient de l'autre côté. Et paraît-il qu'à ce moment-là, dans la rue est apparu un curé. Un curé avec sa soutane, qui bien évidemment les a vus, mais d'un seul coup, il a eu l'air très intéressé par ce qui se passait derrière lui, au-dessus de lui. Il regardait un peu partout, évidemment, sauf dans leur direction. Donc, ça a été, je pense, une très très grosse frayeur pour eux. Et ensuite, ils se sont réfugiés à l'hôtel de la Barbe Blanche, qui servait, si j'ai bien compris, un peu de plaque tournante pour le courrier, pour etc. Voilà donc pour la première partie de ce témoignage de Mireille Milstein. Arrive ensuite la rafle du Veldiv. Alors, mon père était déjà caché dans la boutique de ma mère, donc depuis son évasion. Et ce jour-là, toute la famille qui habitait à l'époque Passage Prévost, c'est un endroit qui a été détruit dans le 13e arrondissement, et sont arrivés toute la famille, c'est-à-dire mon grand-père, Jacob, ma grand-mère, Sarah, donc mon père, Marcel, était déjà présent. Donc sa grande sœur Mireille, dont je porte le prénom en hommage, les trois plus jeunes enfants, Annette, Maurice, Rosette, qui étaient eux nés à
à Paris, ainsi que le couple Ribach, donc Rosette Ribach et son mari Maurice, et Rosette étant la sœur de ma grand-mère. Voilà, donc ce sont en tout 9 personnes qui vont rester cachées dans la blanchisserie de Lucienne, dans le 13e arrondissement, pendant plusieurs semaines. Pierre-François Weil, que vous inspire ce témoignage? Il est typique de ce qui s'est passé ces 16 et 17 juillet 1942. Ce sont des voisins, des amis, des connaissances qui ont porté secours le plus souvent aux Juifs traqués. Écoutez, il inspire d'abord l'émotion. Et puis ensuite, une réflexion qui est la suivante. L'histoire, l'histoire, ce sont toujours des statistiques et des histoires individuelles. Et chacune de ces histoires individuelles est incroyablement émouvante parce qu'elle est, au fond, une succession de hasards, de bons comportements et d'attitudes, vous avez posé la question tout à l'heure, héroïques ou au contraire de simple fraternisation, de simple réaction du cœur, celle de ce curé en soutane, dont Madame Milstein nous dit que tout d'un coup, il voit un événement qui est évidemment tout à fait anormal et qu'est-ce qu'il fait? Il regarde en l'air, il regarde à droite, il regarde à gauche, il regarde derrière et surtout il ne dit rien. Voilà. C'est ça que ça évoque, cette émotion de ces histoires absolument incroyables qui sont toutes les histoires de tous les gens sauvés, qui racontent toujours des événements qu'on n'arrive pas à comprendre. Gérard Inger, qu'est-ce que cette histoire nous dit sur l'inclusion finalement des Juifs à Paris et dans le département de la Seine au moment de la rafle du Veldiv? Ils n'étaient pas dans le ghetto, rassemblés dans un ghetto, ils vivaient encore au milieu de la population. C'est ce qui a permis sans doute, vous allez nous le dire, des gestes d'entraide comme cela. Bien entendu, mais encore une fois, le fait de voir des femmes, des vieillards, des enfants arrêtés par les nazis provoque immédiatement des gestes de solidarité. Les concierges ou les voisins cachent des enfants. Les parents, d'ailleurs, conscients de la situation, sans savoir où ils allaient remettre leurs enfants à ses voisins ou aux concierges. Et donc, on assiste à des gestes de solidarité, y compris à l'égard des Juifs étrangers qui n'avaient pas le même type de relation que les Juifs français avec leur environnement. Les Juifs français parlaient sans accent, étaient parfaitement intégrés à la société de voisinage, etc. Les Juifs étrangers avaient souvent un fort accent yiddish. Et parfois ne parlaient pas le français pour certains. Parfois ne parlaient pas le français ou formal, avec un accent à couper au couteau. Et donc, ça rendait les choses un peu plus difficiles. Alors, je vous propose maintenant d'écouter un autre témoignage qui va nous éclairer sur le rôle des policiers français les 16 et 17 juillet 42, dont certains ont porté secours aux Juifs menacés. Il s'agit d'un document d'archives conservé par une famille, la famille Goldman. Il a été écrit il y a quelques années par Claudine Goldman. Elle raconte ce qu'elle a vécu le 16 juillet 1942. Elle n'avait que 13 ans. Il nous est lu par sa petite nièce Clara. Paris, 16 juillet 1942. Les beaux jours ont une fin. Quelqu'un de la police nous a prévenu qu'il ne fallait pas coucher à la maison cette nuit. Nous sommes allés dormir chez Mémé Guérin et sa fille André plusieurs nuits. Nous faisions le trajet à pied jusqu'à Neuilly où elles habitaient. Nous nous amusions à jouer à la défense passive puisqu'il était interdit de garder les lumières allumées. Nous avons eu beaucoup de chance grâce aux relations de maman, ce qui prouve combien elle était appréciée. Un autre de ses patients, M. Mercier, nous a fait prévenir par un agent de police, lui aussi client de maman, de la rafle imminente, connue sous le nom de rafle du Veldiv. Pour finir, maman a décidé notre départ pour la zone libre à Perpignan. Une patiente de maman, Madame Lompré, avait de la famille à Bastanèze, un village proche de Pau. Ils nous ont autorisés à passer par leur maison, qui était en zone occupée, et le jardin en zone libre. Je suis passée la première avec Mademoiselle Berthelot, la fiancée de Liquet. Maman est venue ensuite avec mes 2 frères, sauvés encore une fois. Voilà donc pour ce témoignage de Claudine Goldman, sauvée donc avec sa mère et ses frères grâce à des policiers qui les ont prévenus de l'imminence de cette rafle. Pierre-François Weil, est-ce qu'il y a des policiers qui ont été honorés par la médaille des Justes de Yad Vashem? Bien sûr, des policiers ont été honorés de la médaille de Justes parmi les nations, des gendarmes également. Encore récemment,
peut-être il y a 3 mois, j'assistais à une remise de médailles, alors bien sûr aux descendants d'un sergent ou d'un lieutenant de la gendarmerie qui dirigeait une brigade et qui, dans le cadre de son activité, à Vabre, c'est-à-dire dans le Tarn-et-Garonne, a protégé, caché et aider un certain nombre de juifs à survivre. Alors, encore faut-il ensuite qu'un dossier soit présenté à Yad Vashem pour que la commission puisse statuer et décerner cette distinction. Car si évidemment la commission n'est pas saisie d'un dossier, elle ne peut pas statuer. Bon. Mais de plus en plus, et depuis longtemps, nous sommes maintenant saisis par des dossiers. Alors aujourd'hui, ça devient plus difficile parce que les conditions extrêmement strictes fixées par la loi, et la loi israélienne, d'institution de cette distinction, et qui continue d'être respectée, oblige à un témoignage direct. Et qu'évidemment, il y a de moins en moins de témoins. Mais on retrouve des témoignages anciens, et quand on retrouve des témoignages anciens et qu'on peut les utiliser, eh bien, on peut constituer un dossier. Pour cela, il faut s'adresser au Comité français pour Yad Vashem, et on essaye d'aider évidemment les demandeurs à constituer des dossiers. Il y a des cas individuels, il y a des cas collectifs. Ce qui s'est passé à Nancy un peu plus tard montre qu'une brigade entière de police a prévenu tous les juifs pour les sauver. Les cas individuels que vous citez sont indéniables, et il y en a eu d'autres. Ça va de la fuite des informations au fait de prévenir les familles qu'il ne faut pas coucher chez soi ce soir, et aux policiers qui, allant arrêter des juifs, leur disent nous revenons dans un quart d'heure. Tout ça est exact. Il n'empêche, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse. Il y avait beaucoup de policiers qui étaient des collaborateurs antisémites, et les autres ont suivi les ordres parce que c'était les ordres et n'ont pris aucun risque. Donc, c'est pas par hasard si la police s'est révoltée en août 1944 et s'est mise en grève, c'est qu'elle avait sur la conscience l'arrestation de ces 13 000 juifs, sans parler des résistants, des communistes, des francs-maçons. On avait une police qui n'était pas républicaine, il s'en faut beaucoup. Donc, heureusement pour l'honneur de la police, il y a eu tous les cas que vous citez, et il y en a eu, mais sans être tout à fait une exception, c'était une minorité. Et puis il faut rappeler... oui, pardon. Mais ce que dit Gérard ne fait que rappeler, enfin pardon de le dire comme ça, Gérard, mais c'est la responsabilité dans une nation, c'est la responsabilité des élites. Ce qui avait d'abord... ce qui a entraîné la France dans ce désastre moral, c'est d'abord la trahison des élites. Et comme le disait Gérard, là où un chef de brigade, un officier plus ou moins supérieur s'est manifesté et a entraîné ses troupes dans la résistance ou dans le sauvetage, eh bien les gens ont suivi. Les gens ont les braves gens ont tendance à suivre leurs élites. Ils ont choisi ces élites pour cela et ils les suivent. Juste un mot, Gérard Ringer, du côté des hauts fonctionnaires de Vichy, des hommes politiques qui étaient autour de Pétain, Laval, est-ce qu'il y a eu des réactions d'indignation? Vous racontiez le directeur de Drancy qui a démissionné. Est-ce que certains ont protesté après cette rafle qui a été la plus importante commise dans notre pays? Non. À Vichy, il n'y a pas eu de protestation. En revanche, les églises sont intervenues. L'Église protestante, avant la rafle, le pasteur Bogner a écrit qu'il était choqué par le port de l'étoile jaune. Et l'Église catholique, après la rafle, cardinal archevêque de Paris a écrit en août une lettre pastorale qui n'a pas été publiée, mais qui a été adressée à tous les curés pour protester contre ces arrestations. Et la protestation publique est venue le 23 août à Toulouse avec Monseigneur Saliège, disant les Juifs sont des hommes, les Juifs sont des femmes, tout n'est pas permis contre eux. Ça a été repris par l'évêque de Montauban, Monseigneur Théas. Et donc là, c'est ce qui a fait reculer Vichy devant d'autres rafles, notamment de Juifs français.
et pas du tout la moindre sympathie de Vichy à leur égard. Alors, on va s'intéresser maintenant à un autre aspect de cette histoire des Justes parmi les nations. Qu'est-ce qui les animait, ceux qui ont tendu la main aux Juifs pendant la rafle du Veldiv et plus largement sous l'occupation? Un élément de réponse tout de suite avec la suite du témoignage de Mireille Milstein. Après la rafle donc de juillet 42, une partie de la famille cachée dans la blanchisserie se rend dans les Ardennes. 3 d'entre eux sont ensuite arrêtés au cours d'une rafle. Le frère de Marcel réussit à prévenir Lucienne à Paris. Elle se rend sur place. Elle ramène à Paris les 3 membres de la famille qui avaient réussi à se cacher dans les bois. 80 ans plus tard, comment sa fille Mireille explique ce qu'a fait sa mère toute seule? Comment ma mère a eu l'idée d'aller les chercher? Elle s'est même pas posé la question, en fait. Ma mère était quelqu'un qui venait de la campagne, qui avait été maltraité dans son enfance, qui avait beaucoup souffert, qui avait été malade, qui avait eu une tuberculose osseuse à l'âge de 18 ans. Elle avait été laissée seule, sans que sa mère ne prenne de ses nouvelles pendant 18 mois. Elle avait été aidée par sa patronne d'apprentissage. Elle avançait à la force du poignet et en fait, quand je lui ai posé la question, elle m'a dit « Mais on ne traitait pas les animaux de cette manière-là à la campagne, à mon époque. Donc je ne vois pas pourquoi on aurait traité des humains de cette manière. » C'était une femme très dure. Et en même temps, de très volontaire. En fait, ma mère, malgré tout ça, est décédée, elle allait avoir 96 ans. Et je l'appelais le char d'assaut. Parce que franchement, toutes les privations qu'elle avait vécues, cette enfance, la guerre, la maladie, sa greffe avait cassé dans son dos dans les années 50. Elle avait abandonné son travail à la blanchisserie. Et elle continuait à avancer. Elle a continué à avancer jusqu'à l'âge de presque 96 ans. Voilà Lucienne, donc cette juste parmi les nations qui a sauvé toute cette famille. Et finalement, une femme très simple, qui ne faisait pas de grands discours philosophiques sur ce qu'elle avait fait, mais qui l'a fait parce qu'elle devait le faire. C'est souvent le cas pour ces justes parmi les nations. C'est souvent le cas pour ces justes parmi les nations. D'abord parce que il faut bien voir que ce que cette distinction honore, ce sont des sauvetages individuels, précis et sur un fait établi. Gérard Inger parlait tout à l'heure de Monseigneur Saliège, archevêque de Toulouse. Il est juste parmi les nations pour avoir sauvé 2 personnes en particulier, identifiées, qui ont présenté un dossier, qui racontent avec un témoignage de faits précis. Par ailleurs, Monseigneur Saliège a sauvé des milliers de gens par la lettre pastorale qu'il a fait lire dans les églises, comme le rappelait tout à l'heure Gérard, le 23 août, qui fait que ça a fait remonter, évidemment, l'Église catholique avait une importance morale absolument considérable à l'époque. Ça a fait frémir le peuple français. Le bruit est remonté. Le bruit est remonté par... Ça s'appelait pas les renseignements généraux, je crois. Les services de police de l'époque qui ont remonté cela vers Vichy et qui font que les autorités de Vichy sont retournées renégocier avec les Allemands et leur ont dit qu'ils ne livreraient pas ce qui était prévu, les cargaisons, entre guillemets, pardon de parler comme ça, de Juifs qui devaient être livrés à partir de la zone sud. Et un certain nombre de gens n'ont pas été déportés et doivent leur survie, et là ce sont des centaines et des milliers de gens, doivent leur survie à Monseigneur Saliège. Ce n'est pas du tout pour ça qu'il est juste parmi les nations. Il est juste parmi les nations parce qu'il a sauvé 2 personnes en particulier qui ont fait un dossier identifié. Donc on ne peut pas comparer, encore une fois, ce ne sont que des actes individuels. Alors ensuite, ces actes individuels peuvent être un acte complètement spontané dans la rue, de quelqu'un qui est tout d'un coup surpris et puis qui va donner une aide, ou bien effectivement, ça peut être une histoire individuelle, mais qui s'inscrit dans le cadre du sauveur, de quelqu'un qui a effectivement longtemps réfléchi, qui par ailleurs était un résistant, qui par ailleurs était dans l'opposition formelle à l'occupation, qui se battait, qui s'engageait, etc. Mais ça peut être toutes sortes de circonstances.
Vichy a été alerté non seulement par les services de police, mais par les rapports des préfets qui, dans tous les départements, montraient et écrivaient que la population était hostile à l'arrestation de tous les juifs. Alors on va poursuivre avec la suite du témoignage de Mireille, qui nous sert de fil conducteur pendant cette émission, Mireille Milstein. Elle ne sait que très peu de choses, finalement, sur ce qui s'est passé entre les murs de cette blanchisserie au mois de juillet 42, tout simplement parce que ses parents n'en ont jamais parlé, ou pratiquement pas. On l'écoute. Les seules choses que j'entendais, c'était des mots. Les 2 mots qui revenaient d'une manière récurrente, c'était quand j'étais dans la boutique, de la part de ma mère, et quand ils étaient dans les Ardennes. Alors, les Ardennes, lorsque j'étais jeune, pour moi, c'était un endroit exotique. Je ne savais pas du tout ce qu'étaient les Ardennes. Je me suis dit, les Ardennes, pourquoi les Ardennes? Ça a été vraiment incroyable. Je pense que mon père est décédé jeune. J'avais 20 ans, en 74. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai dû regarder dans le placard du salon, il y avait une boîte à chaussures. Dans cette boîte à chaussures, il y avait des documents. Et dedans, je trouve des lettres écrites au crayon sur une espèce de papier, ça ressemblait presque à du papier toilette. C'était des lettres signées Mireille avec une très jolie écriture. 3 lettres d'appel à l'aide, citant entre autres Denise Vimard, une d'entre elles disant que ils allaient être dans les wagons à bestiaux, qu'on les transférait à Charleville. Ensuite, disant « Je ne vois pas, je suis dans les wagons à bestiaux », demandant de l'aide à ma mère. Et finalement, disant « Je pense qu'il est trop tard pour nous. Nous nous reverrons bientôt. Adieu, mes adorés. » Bon, rien que d'en reparler, j'en ai des frissons dans le dos. Ces lettres, donc, ont été apportées à ma mère. Et les messages étaient évidemment pour toute la famille. Et elle, à chaque fois, dans ses lettres, elle s'inquiétait et de sa mère qui avait disparu, qui n'était pas là, et de son petit frère Maurice, et qui, eux, étaient sauvés finalement, mais elle ne le savait pas. Alors Pierre-François Veil, on sait évidemment la difficulté à raconter ces histoires pendant au moins une quarantaine d'années. Comment justement retrouver aujourd'hui ces Juifs quand ils n'ont jamais raconté, quand le secret est resté au sein même des familles? C'est pas le secret, c'est le silence. Parce que on voit avec le temps qui est passé que les survivants n'ont pas parlé à leurs enfants, mais souvent à leurs petits-enfants ou à leurs arrière-petits-enfants. Aussi bien du reste, quand je parle de survivants, je parle des gens qui ont sauvé, mais c'est pas tellement eux, c'est les gens qui ont été sauvés. Et ce sont leurs enfants, enfin leurs petits-enfants ou leurs arrière-petits-enfants, qui aujourd'hui souvent nous saisissent de demandes pour les gens qui ont sauvé leurs grands-parents. Ça, c'est extrêmement frappant. Et parfois, encore une fois, c'est trop tard. Nous essayons de les aider avec les éléments qu'ils peuvent retrouver, les pièces qu'ils peuvent retrouver. Il est vrai que les gens qui ont été sauvés, ils avaient cette reconnaissance. Ils portaient cette reconnaissance. Et en même temps, ça ne s'est jamais manifesté auprès de... pour cette identification. Je vais même vous raconter quelque chose. Maman et un certain nombre de gens de sa famille ont été aidés pendant la guerre. Elle l'a raconté, souvent. Elle a donné le nom des gens chez qui elle avait été cachée, chez qui sa mère avait été cachée, son père avait été caché. Maman, je crois qu'on peut dire qu'elle est à l'origine de l'entrée des justes parmi les nations de France au Panthéon. Elle n'a pas présenté de dossier à Yad Vashem parce que je crois que ça ne lui a pas traversé l'esprit, tout simplement. Il ne s'est pas fait une connexion entre son histoire personnelle et l'histoire collective qu'elle portait. C'est au moment de le raconter, je suis moi-même un peu interloqué, mais je le raconte parce que c'est la vérité. Et je crois que si elle était là, elle le dirait aujourd'hui. Ça explique beaucoup, je crois, de ces silences,
de ce que beaucoup de gens n'ont pas voulu parler, n'ont pas voulu raconter pendant des années. Je pourrais vous donner le nom de tas de gens qui sont devenus des témoins considérables de ce qui s'est passé, et que moi, quand je les ai connus en 1980, en 1985, en 1990, ils ne voulaient pas parler. C'est l'âge, c'est le temps qui est passé, ce sont leurs enfants, leurs petits-enfants, qui les a fait parler. Je crois que c'est quelque chose de très particulier. Il faut pas essayer, il faut le constater et le comprendre est très difficile, je crois. Alors on peut comprendre le fait que beaucoup de justes n'aient pas parlé non plus, parce que pour certains c'était des gens simples, mais surtout parce qu'ils considéraient que ce qu'ils avaient fait était normal, c'était un geste naturel qui n'avait rien d'héroïque. Moi, ce qui me frappe aussi souvent, c'est qu'on a affaire, justement, comme Pierre-François le disait, à des personnes d'origine chrétienne, catholique ou protestante, y compris quelques nobles, j'en ai connu, comme le comte de Pierrebourg, qui a sauvé des Juifs chez lui et qui a été fait juste. Et ce sont ces gens simples, marqués par leur culture catholique ou protestante, qui souvent ont sauvé des Juifs en considérant que c'était parfaitement normal et naturel. Alors vous l'avez dit, ce sont souvent les enfants, les petits-enfants des justes et des rescapés qui ont fait ce travail de mémoire pour que ces justes soient honorés. Et c'est le cas de notre témoin Mireille Milstein. C'est elle qui a entrepris les démarches pour que sa mère soit reconnue juste parmi les nations. Lucienne Danielle Milstein a reçu ce titre à titre posthume en 2014, 3 ans après sa disparition. Sa fille Mireille a expliqué au micro de Rudy Saada l'importance à ses yeux de cette reconnaissance. Parce que je trouve que c'est quand même une femme exceptionnelle. Et je m'en suis pas rendu compte du tout tout de suite. Alors c'est le reflet des gens autour de moi qui peu à peu m'ont fait prendre conscience qu'il y avait quelque chose de pas normal. Parce que moi, elle m'a fait rentrer dans sa normalité, hein. C'est-à-dire des gens sont en danger, on les parque en les convoquant pour le billet vert. Bah c'est normal, on va les chercher, on les fait sortir. Là, il y en a 3 qui sont à l'autre bout de la France, qui sont en danger. Bah, c'est normal, on va les chercher. Le choc aussi que j'ai eu, c'est lorsque j'ai réalisé quel âge ils avaient à l'époque. C'est-à-dire, à l'époque du billet vert, mon père avait 23 ans, ma mère avait 3 ans de plus. Et je me suis dit, elle a fait tout ça, elle avait 26 ans, 27 ans. C'est complètement invraisemblable. Je pense qu'il y avait en même temps une sorte d'inconscience de la jeunesse, en même temps quelque chose de profondément humain qui disait, il n'y a pas d'autre choix. C'est celui-là. Pierre-François Weil, cette parcelle d'humanité chez certains Français qui ont tendu les mains à leurs compatriotes juifs alors que d'autres ne l'ont pas fait. Il y a rien à ajouter, c'est cette parcelle d'étincelles dans la nuit qui fait que il faut, dans toutes les circonstances, rester optimiste. Il y a toujours quelque chose de bon au fond de l'homme et il faut y croire. Je voudrais qu'on conclue en citant une phrase prononcée par votre mère Simone Veil lors de son discours au Panthéon, c'était en 2007, en honorant ceux qui ont refusé de se plier à la fatalité de la volonté exterminatrice de l'idéologie nazie. La médaille des justes contribue à rétablir l'histoire dans sa vérité. Il n'y a rien à ajouter, je crois.